nazis constituent l'un des volets les plus déconcertants de l'histoire occulte et technologique du XXe siècle. Derrière le voile officiel de la Seconde Guerre mondiale se cache un programme parallèle mêlant ésotérisme, recherches scientifiques avancées et contacts supposés avec des entités non humaines. Cette partie va détailler les éléments clés du programme secret nazi autour des soucoupes volantes. Les recherches nazies sur l'antigravité et les soucoupes volantes ne sont pas nées dans un simple contexte scientifique ou militaire. Elles ne sont pas sorties de nulle part. Elles s'inscrivent dans une quête millénaire de connaissances où l'ésotérisme, les mythes anciens et les technologies oubliées se croisent. Certains chercheurs et théoriciens avancent que des civilisations très anciennes, comme l'Égypte, la Mésopotamie ou encore l'Inde védique, possédaient une connaissance technologique avancée. En Inde, les textes sanscrits évoquent les Vimana, des engins volants capables de manœuvres incroyables, parfois décrits avec des propulsions à mercure ou à énergie vibratoire. Des récits comme ceux de l'Atlantide, chez Platon, ou de Mu parlent de civilisations disparues qui auraient maîtrisé l'énergie libre et des moyens de transport aérien ou interdimensionnels. Les pyramides, les ziggourats, ces édifices religieux mésopotamiens, les temples mégalithiques sont vus par certains comme des traces d'un ancien savoir énergétique lié à la géométrie sacrée et aux lignes telluriques. Les sociétés occultes du début du XXe siècle, comme Thulé et Vril, ne se contentaient pas d'idéologie mystique. Elles exploraient activement les sources antiques susceptibles de contenir des secrets technologiques oubliés. Fondée à Munich en 1918, la Société de Thulé est à l'origine un cercle ésotérique inspiré par les mythes nordiques, l'occultisme et l'arianisme spirituel. Elle tire son nom de Thulé, une île mythique du Grand Nord, la patrie originelle de la race aryenne. Ses membres étaient convaincus que les Ariens descendaient d'une race supérieure venue de l'Hyperborée ou d'Atlantide et que ses ancêtres possédaient un savoir technologique oublié. La société a activement influencé la création du parti nazi, dont certains membres fondateurs comme Rudolf Hess ou Alfred Rosenberg étaient proches de ce cercle. Thulé mélangeait l'occultisme, l'archéologie mystique et une volonté de retrouver des portails d'énergie antique, en se servant de symboles comme la svastika, considérée comme un symbole cosmique de pouvoir. En parallèle, un autre groupe mystérieux prend forme, la Société Vril. Inspirée du roman ésotérique The Coming Race de Bulwer Lytton, cette société secrète croyait en l'existence d'une énergie primordiale ou d'un champ d'énergie universel appelé Vril. Le Vril serait une force cosmique universelle, présente partout dans l'univers, que certaines civilisations avancées savaient canaliser pour se guérir instantanément, prolonger leur vie, manipuler la matière et la gravité, faire fonctionner des machines volantes silencieuses et performantes. Pour les membres du Vril, maîtriser cette force revenait à égaler les dieux. L'une des figures les plus énigmatiques de la société Vril est Maria Orsic, une médium autrichienne aux longs cheveux blonds, souvent décrite comme charismatique et profondément connectée à des entités d'autres plans. Dans les années 20, Maria Orsic et d'autres médiums du Vril, notamment Sigrun, auraient reçu des messages en écriture inconnue qu'elles auraient ensuite traduits. Ces messages provenaient selon elles du système stellaire d'Aldébaran, situé à 65 années-lumière dans la constellation du Taureau. Il contenait des plans détaillés de vaisseaux antigravitationnels reposant sur des principes de rotation, de champs magnétiques et de géométrie sacrée. Les schémas auraient été remis à des ingénieurs allemands qui auraient ensuite initié des tests secrets dans le cadre des projets Onobut et Vril. Selon plusieurs auteurs, chercheurs et lanceurs d'alerte, ces sociétés secrètes auraient agi comme des ponts entre le régime nazi et des intelligences non humaines ou des sources de connaissances oubliées, soit par contact direct avec des entités venues d'ailleurs, Aldébaran, Agartha ou
d'autres dimensions, soit en retrouvant des archives enfouies de civilisations disparues, Atlantes, hyperboréens, soit par manipulation de champs subtils et canalisation comme des formes avancées de télépathie. Cela expliquerait comment, en à peine 2 décennies, un savoir si avancé a pu émerger en marge de la science traditionnelle, sans que le public ni les alliés ne s'en rendent compte. Les nazis ne se sont pas contentés d'explorer ces idées dans l'ésotérisme. Ils ont activement investi des ressources considérables dans des programmes secrets de haute technologie, souvent menés dans des bases souterraines ou éloignées, loin des regards du monde extérieur. Parmi ces projets, 2 noms reviennent souvent. Onebu, la soucoupe volante allemande, et Die Glocke, un appareil mystérieux et flippant. D'après des documents récupérés après la guerre, plusieurs prototypes de soucoupes volantes auraient été développés. Le projet Onebu est certainement le plus célèbre des programmes de soucoupe nazis. Il aurait été développé par les SS et des ingénieurs affiliés à la Société Thulé et à la Société Vril en lien avec les plans médiumniques reçus par Maria Orsic. Onebu 1, un prototype d'environ 8 à 12 mètres de diamètre, équipé d'un système de propulsion à énergie libre, appelé, excusez-moi je ne parle pas l'allemand, Thulé Triebwerk, capable de vol court à des vitesses subsoniques, inférieure donc aux vitesses supersoniques d'un avion. Onebu 2 aurait été testé dans plusieurs sites secrets dont la base de Prague, Breslau et aussi la Norvège du Nord. Modèle amélioré d'environ 26 mètres de diamètre, pouvant contenir entre 9 à 20 personnes avec une autonomie de plusieurs jours et une capacité d'armement. Des témoignages suggèrent une vitesse allant jusqu'à 5000 km/h selon des témoins militaires de l'époque, avec une manœuvrabilité incroyable défiant l'inertie classique, selon certaines sources dotées de canons à particules et rayons électromagnétiques. Onebu 3 et 4, engins immenses, jusqu'à 71 mètres de diamètre pour le troisième et le quatrième 100 mètres de diamètre, censé embarquer plusieurs personnes pour des missions longue distance. Selon certaines sources, ces modèles auraient été prêts juste avant la chute du Reich, mais évacués vers des zones inaccessibles comme l'Antarctique ou l'Amérique du Sud, et ils seraient capables de vols interplanétaires. Des croquis, documents déclassifiés et témoignages d'après-guerre alimentent l'idée que ces vaisseaux ont réellement existé, certains les associant même aux apparitions d'ovnis post-1945. Les disques Vril, une série de 1 à 9, développés donc par la Société Vril suite au schéma transmis par canalisation. Le Vril 7 Jagger, développé en parallèle, ce petit appareil était destiné au combat aérien. Son design ressemble à des ovnis rapportés dans les années 50-60, mais aussi capable de sauts instantanés d'un point à un autre, utilisant justement le champ Vril, une force qui traverse le tissu même de l'espace-temps. Ce fut le modèle le plus abouti de la série, et certains pensent que ces engins étaient conçus pour l'exploration terrestre, mais aussi pour entrer en contact avec d'autres civilisations, telles que Aldébaran. Encore plus énigmatique que le Onebu, le projet Die Glocke, la cloche, est entouré de mystères. Décrit pour la première fois par l'auteur Igor Vitsovsky dans les années 2000, puis repris par d'autres chercheurs, Die Glocke serait un dispositif expérimental extrêmement avancé, considéré par certains comme une machine antigravité, voire un outil de manipulation du temps et de l'espace. Sa forme, une cloche métallique de 2 à 4 mètres de haut, sur 2 mètres de diamètre, contenant 2 cylindres contrarotatifs, c'est-à-dire 2 rotors placés l'un derrière l'autre dans l'axe et tournant en sens contraire. On trouve ça sur certains avions, navires, torpilles, remplis d'un liquide violet surnommé Xerum 525, très radioactif. Ces effets supposés sont distorsion de la gravité locale, altération du temps, ralentissement ou accélération, désintégration de la matière vivante autour de l'appareil et bouleversement électromagnétique. Bref, une ressemblance avec des théories sur les portes dimensionnelles et les manipulations de la réalité. Le dispositif aurait été testé dans une base secrète en Pologne,
proche de la structure surnommée le Henge, le cercle de béton, que certains considèrent comme un socle d'ancrage ou un portique stabilisateur. Hans Kammler, général SS, expert en armes secrètes et chargé de plusieurs projets top secrets, aurait supervisé Die Glocke jusqu'à la fin de la guerre, avant de disparaître mystérieusement, ainsi que certains chercheurs ayant travaillé sur le projet, et aussi il n'y eut plus trace de Die Glocke non plus, ce qui laisse penser que le projet a été récupéré par d'autres puissances telles que les USA et la Russie par exemple. Ces projets vont bien au-delà de la science de l'époque. La capacité d'une civilisation du XXe siècle à maîtriser l'antigravité, l'énergie libre, la distorsion temporelle suggère que les nazis auraient eu accès à des connaissances extérieures, peut-être héritées d'une civilisation disparue ou transmises par une intelligence non terrestre. Cela expliquerait pourquoi, après la guerre, ces technologies ont été récupérées et classifiées par les États-Unis via l'opération Paperclip et d'autres puissances posant les fondations des programmes spatiaux secrets modernes. En 1945, le Troisième Reich s'effondre, Berlin est en ruine et l'Europe célèbre la fin d'un cauchemar. Pourtant, la guerre telle qu'on la connaît s'achève, mais une autre commence. Une guerre de l'ombre pour le contrôle du savoir secret du Reich. Les Alliés, loin de détruire toutes les traces de ces recherches interdites, vont se les approprier, les dissimuler et les poursuivre dans le cadre de programmes classifiés ultra secrets. Dès la fin de la guerre, les États-Unis lancent l'opération Paperclip. Son but, extraire les meilleurs scientifiques allemands, y compris ceux ayant travaillé sur des armes non conventionnelles, et les intégrer au programme militaire et technologique américain. Pour bien comprendre, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à voir l'épisode précédent sur la conférence Hamilton où tout ça est très détaillé. Parmi eux, donc, Werner von Braun, pionnier des fusées V2, deviendra plus tard le père du programme spatial américain à la NASA et de la mission Apollo. Mais d'autres plus discrets auraient été affectés à des laboratoires secrets, comme Los Alamos, Wright-Patterson ou l'Area 51, pour booster leur programme spatial et donc pour continuer des recherches sur l'énergie libre, la propulsion électrogravitationnelle, les systèmes de camouflage optique et même les technologies de manipulation temporelle. De nombreux projets nazis ont ainsi changé d'étiquette, mais ont perduré sous le sceau du secret défense américain, rattaché finalement à l'US Air Force, la Navy ou à des agences qui deviendront plus tard la CIA et la NSA. De son côté, l'URSS fait de même dans ce qui deviendra la course technologique de la pseudo-guerre froide. L'armée rouge a récupéré une grande quantité de documents et de prototypes dans les zones qu'elle a libérées, notamment en Pologne et en Tchécoslovaquie, et aussi récupéré des scientifiques allemands, une opération connue sous le nom d'opération Osoa-Viakin. Les laboratoires secrets soviétiques ont tenté de reproduire certains engins Ulubu et de comprendre les plans liés à Die Glocke. Les témoignages affirment que l'URSS aurait mené des expériences dans les années 50-60 sur des technologies semblables à celles issues de la société Grill. Cette course discrète entre les deux blocs, URSS-États-Unis, donnera naissance à la guerre froide technologique. Bien plus étrange que ce que les manuels d'histoire nous racontent, non ? Une guerre froide non seulement géopolitique, mais aussi technologique et interdimensionnelle. De nombreux chercheurs indépendants et lanceurs d'alerte avancent que les travaux nazis sur les ovnis et l'antigravité auraient servi de base à des programmes clandestins mis en place dès la fin des années 40 aux États-Unis. Des projets comme Solar Warden, on verra ce que c'est plus tard, auraient été rendus possibles grâce à la technologie récupérée du Reich. Quant aux factions du Troisième Reich, elles auraient bel et bien survécu et contribué à des projets comme la Flotte Noire, que nous verrons aussi par la suite. D'autres programmes, appelés Black Projects, auraient été développés dans l'ombre de la NASA, des stations orbitales secrètes, des voyages interstellaires expérimentaux et des communications avec des intelligences non humaines. Et c'est là que je voulais en venir. Certains pensent même que le programme spatial officiel, la NASA, n'est qu'une façade destinée à masquer une avancée technologique parallèle, issue donc directement du Troisième Reich et bien plus encore. L'histoire officielle
officielle retient que l'opération Paperclip a permis aux États-Unis de battre les Soviétiques dans la course à la Lune. Mon œil! Mais l'histoire non officielle évoque une toute autre réalité, celle d'une alliance souterraine entre les vainqueurs et les ingénieurs du Reich, au service d'une exploration bien plus vaste et bien plus secrète. Un autre pan du mystère concerne la fuite supposée d'une partie du Reich vers l'Antarctique, dans la zone appelée Neuschwabenland, la Nouvelle Souabe. De nombreux sous-marins auraient disparu après 1945, emportant scientifiques, plans et prototypes. Une base secrète, la base 211, aurait été construite dans un réseau de cavernes sous la glace, où le Reich aurait continué ses travaux en collaboration avec des forces non humaines. L'opération High Jump, menée par l'amiral Richard Byrd en 1946-1947, officiellement une mission scientifique, aurait été un affrontement voilé contre une force inconnue, dotée de technologies volantes supérieures. Byrd aurait-il rencontré une résistance non humaine? C'est ce que nous verrons dans la partie 2. Au fil des décennies, ces recherches ont été fusionnées et étendues dans ce qu'on appelle aujourd'hui les programmes spatiaux secrets, PSS. Ces programmes ultra cloisonnés, parfois gérés par des corporations privées sous contrat militaire, auraient poursuivi les travaux du Reich en matière d'antigravité, de voyages interstellaires, de communication avec d'autres entités et même de sauts temporels. Ces technologies développées ont été intégrées dans le complexe militaro-industriel sous des projets ultra secrets. Des entreprises privées sous contrat avec le Pentagone participent à ces programmes tels que la Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing Phantom Works. Ces technologies sont développées hors du regard des gouvernements et encore plus loin du regard du public. Des lanceurs d'alerte comme William Tompkins, Corey Goode, Michael Helfy, Randy Kramer et Emery Smith, et nous verrons certains d'entre eux plus en détail par la suite, affirment que les technologies issues du Troisième Reich ont servi de base aux flottes secrètes, opérant aujourd'hui dans l'espace à l'insu des populations. La fin officielle de la guerre n'a pas marqué la fin de la science nazie. Au contraire, elle l'a fait passer dans un autre monde, celui du secret absolu. Et si les soucoupes volantes, les portails dimensionnels et les armes à énergie dirigée que nous percevons aujourd'hui n'étaient pas des inventions modernes, mais bien les héritiers directs d'un programme occulte du Troisième Reich, jamais vraiment mort. L'héritage technologique et idéologique du Troisième Reich ne s'est pas éteint avec la chute de Berlin. Il a glissé dans l'ombre pour renaître sous une autre forme, encore plus secrète, encore plus vaste. Une partie de ce savoir occulte et de ces avancées technologiques aurait été intégrée dans ce qu'on appelle aujourd'hui donc les programmes spatiaux secrets, ou PSS. Les nazis auraient-ils découvert des secrets interdits? Ces technologies ont-elles servi de base au PSS moderne? Certaines factions nazies ont-elles réellement survécu et continué ces recherches hors terre? Nous allons explorer ces questions dans les prochaines parties, en commençant par l'opération High Jump et les mystères de l'Antarctique.